Bonjour et bienvenue au podcast Sui Generis. Je suis Alexia Lemasson, membre de Sui Generis et coach certifié pour les personnes trop intenses à travers le monde. À travers ces podcasts, j'ai le souhait de partir à la rencontre d'autres coachs et de discuter techniques, outils et approches pour vous donner l'inspiration de faire le pas supplémentaire dans votre développement personnel, de générer de nouvelles possibilités ou vous donner simplement des outils concrets pour gagner en lucidité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Lin. Hélène est coach certifiée ICF PCC, coach d'équipe. Toute sa vie, elle a été passionnée, depuis très jeune, par le collectif et la valorisation des différences. Hélène travaille depuis une quinzaine d'années pour Performance, un éditeur conseil qui fabrique des tests psychométriques de soft skills, et elle vient aujourd'hui nous parler d'intelligence collective. C'est parti. Bonjour Hélène, je suis très heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Bonjour, et moi je suis honorée d'être là. Merci pour l'invitation. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet en te posant la question: qu'est-ce qu'on entend exactement par intelligence collective ? C'est une question fort intéressante parce qu'il y a autant de descriptions, de définitions, voilà, beaucoup. Et il y a trois définitions qui me viennent en tête. Donc, premièrement, que c'est une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. Et ça, c'est de Pierre Lévy. Woolley parle de la capacité d'un groupe à réaliser une grande variété de tâches. Et puis, Bourbousson parle de le plein potentiel de l'activité de ses membres en manageant leurs interactions. Donc, en fait, l'intelligence collective, c'est fluctuant, ça se construit, se déconstruit au fur et à mesure de l'activité. En fait, en résumé, je dirais, l'intelligence collective, c'est la capacité d'un collectif à faire converger l'ensemble des connaissances et des capacités individuelles vers un but commun. Je te remercie pour cette définition théorique. Est-ce que tu aurais un exemple en entreprise d'intelligence collective ? J'ai un très, très bon exemple d'une équipe où je suis intervenue. C'est une agence de recrutement et une agence d'intérim. Ils ont décidé ensemble en fait, qu'ils voulaient passer aux 4 jours. D'accord. Que les membres de l'équipe voulaient travailler que 4 jours par semaine. Et donc, avec la confiance de la direction qui a dit, OK, vous voulez travailler 4 jours par semaine, on n'est pas contre, mais il faut assurer le service. Bien évidemment, les clients viennent 5 jours sur 5, en fait. Donc, cette équipe-là, ensemble, ils ont trouvé comment ils allaient fonctionner pour assurer cette continuité de service. Ok, donc c'est vraiment la notion de mettre en commun des ressources individuelles au service d'un objectif collectif, commun, parce que seul, on n'y arriverait pas de la même manière ou pas du tout. Ça amène ma deuxième question. Comment est-ce qu'on en vient à l'activer au sein d'une équipe ? Alors, pour moi, il y a 3 prérequis. Les membres de ce collectif doivent pouvoir se faire confiance. On peut même parler de sécurité psychologique des membres. Et puis, le deuxième prérequis, c'est d'avoir une appétence, que les personnes ont une appétence pour travailler dans et pour un collectif. Et puis, enfin, je pense que dans ces prérequis, il y a la bonne connaissance de soi et de sa singularité pour savoir ce qu'on peut apporter au collectif. Ça, c'est pour les prérequis. Et pour le stimuler, je dirais qu'on peut procéder en 3 étapes. Donc, la première étape que je trouve vraiment essentielle, c'est lorsqu'une situation, une problématique ou un enjeu doit être traité collectivement, c'est de faire réfléchir les personnes seules. Parce que nous avons chacun nos perceptions, nos expériences, nos compétences, personnalités, des schémas de pensée, en fait, notre individualité. Et donc, c'est ça le cadeau que la personne peut apporter au collectif. Donc, cette étape essentielle de réfléchir à la situation, le problème tout seul. Et puis, ensuite, chacun doit proposer son point de vue pour qu'on puisse en débattre ensemble.
Et donc, il faut favoriser l'expression des désaccords, des points de vue contradictoires et oser challenger pour trouver des solutions nouvelles, alternatives. Et enfin, selon les règles de fonctionnement du collectif, qui doivent vraiment être connues par tous et claires, il faut prendre des décisions. Merci Hélène. Donc si je reprends ce que tu nous as dit, tu nous as d'abord parlé de 3 prérequis. Cette confiance entre les membres, tu parles même de sécurité psychologique. Il y a l'appétence, c'est-à-dire le fait d'être convaincu de l'intérêt du collectif. Oui. Et enfin, il y a cette connaissance que chaque membre doit avoir de lui-même. C'est moi qui pense ça, en fait. Oui, bien sûr. Et ensuite, tu nous as proposé les étapes pour l'activer. D'abord, établir des règles de fonctionnement partagées par tous, mais également connues de tous. Ensuite, que individuellement, on apporte son idée, sa proposition, qu'il y ait ensuite un débat, et ensuite on arrive à trancher selon les règles de fonctionnement. Est-ce que c'est ça ? C'est bien ça. J'aime beaucoup ton idée, Hélène, que chacun a un cadeau à apporter par sa proposition personnelle. Et dans ce cas-là, j'aurais une question pour toi. Peut-être aurais-tu une technique pour que, tu sais, quand on propose une idée, on est toujours influencé, même si on le veut ou pas, par ce qu'a dit l'autre ou comment il l'a dit. Comment tu t'assures que chacun apporte son vrai cadeau à l'équipe ? Une technique vraiment toute simple. Quand je interviens dans des collectifs, je demande aux personnes d'écrire leur idée sur un bout de papier et de ne plus toucher à ce bout de papier une fois que tout le monde a fini d'écrire. Ils posent le crayon et j'invite les personnes à dire ce qu'ils ont sur le papier. Donc, c'est pour éviter qu'on se calque sur quelqu'un qui parle avant, en fait. C'est vrai qu'on l'a tous fait au moins une fois, de corriger ce qu'on a dit ou comment on l'a dit en fonction de la personne qui a parlé avant nous. Mais ça, c'est ce qu'on va demander ensuite. C'est-à-dire qu'une fois que chacun a exposé son idée, on va challenger ces idées-là, on va montrer notre accord ou désaccord, on va rebondir sur ces idées. Maintenant qu'on sait, Hélène, ce que c'est, grâce à toi, l'intelligence collective et comment on l'active, j'ai envie de te demander quels sont vraiment les bénéfices de l'intelligence collective pour l'entreprise, mais également pour les membres de l'équipe. Alors, la richesse qui émerge du collectif est beaucoup plus que la somme des parties. Ça, c'est largement constaté. Moi, je dirais qu'il y a un apprentissage collectif et individuel parce que nos propres chemins sont remis en cause lorsqu'on échange avec les autres. Et ça nous ouvre à d'autres possibilités. On apprend plus facilement avec les autres. La présence en équipe, c'est une nécessité dans notre monde complexe et mondialisé. Et il faut vraiment apprendre à s'adapter à son environnement comme le fera un organisme vivant. Donc, c'est dans les interactions qu'on peut avoir qu'on va s'ajuster, en fait. Puis, il va y avoir un meilleur partage des connaissances, une meilleure diffusion de l'information, un fonctionnement respectueux de chacun, où chacun est libre de s'exprimer. Et tout ça, ça va aider la motivation. Donc, à part la motivation à le facteur d'apprentissage, les décisions prises collectivement permettent une plus grande adhésion. Les membres vont gagner en autonomie et puis ça augmente vraiment la créativité. Ok, donc apprentissage collectif et individuel, l'adhésion, la motivation, l'autonomie, la créativité. Et j'imagine que ça permet également de traiter un plus important nombre d'informations, spécialement dans le monde actuel. Pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, est-ce que tu aurais un exemple d'une équipe qui a créé, grâce à l'intelligence collective, des solutions ensemble ? Oui, tout récemment, en fait, j'ai eu l'occasion d'animer un atelier pour les RH d'un groupe française d'e-commerce. Et le thème de l'atelier, c'était sur le développement des talents. Donc, moi, j'ai tout simplement partagé une synthèse des idées qui étaient issues de précédentes expériences que j'ai eues moi. Et le groupe a enrichi vraiment beaucoup avec leurs propres idées. Ils ont trouvé des solutions qui n'étaient pas coûteuses, mais des solutions qui n'avaient pas a priori avant de venir à l'atelier et avant de commencer à traiter le sujet. Enfin, individuellement, ils n'avaient pas pensé à ces idées-là. En fait, alors que le sujet du développement des talents
c'était quelque chose sur lequel il travaillait depuis quelques mois. Merci pour cet exemple. Si je pousse un petit peu la réflexion, je me dis, est-ce que l'intelligence collective peut être réellement activée dans une équipe interculturelle? Et quand je dis interculturelle, c'est des gens qui n'ont pas forcément de langue en commun, qui ont des références, des cultures différentes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, c'est une richesse jusqu'à un certain point. Comme je disais, il faut qu'on puisse parler un langage commun pour qu'on puisse toutes s'exprimer avec la même aisance et avoir une compréhension qui peut être partagée. Ça prendra peut-être plus de temps pour que la mayonnaise prenne. Moi, j'ai des exemples d'équipes qui ont bien réussi ce challenge. En fait, pendant 3 ans, je suis intervenue régulièrement dans une grande école de commerce pour enseigner le leadership dans un programme international où il y avait, je crois, 17 nationalités. Alors, j'ai tout simplement créé des équipes par ordre alphabétique, donc j'ai pas tenu compte des nationalités, des affinités, etc. Il y avait 8 étudiants par équipe et chaque équipe devait travailler sur un projet. Et franchement, ils ont été vraiment, ils ont vraiment fait preuve de beaucoup de débrouillardise et pour rendre en temps et en heure leur production. Donc, même avec, euh, ils ont travaillé en anglais, mais même avec une expression qui pourrait être plus ou moins limitée selon les étudiants, ils sont arrivés. Mm. Donc, oui, on peut bien sûr, heureusement, travailler en équipe interculturelle. C'est vrai qu'on l'évoquait en préparation de ce podcast, c'est intéressant de voir que la diversité, et peu importe la diversité neurologique, la diversité de culture, peut être une vraie richesse pour l'intelligence collective jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a peu de choses en commun, bah finalement ça devient un frein à l'intelligence collective. Je me permets de revenir au rôle du leader quand il s'agit d'activer l'intelligence collective. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précise sur son rôle? En fait, la collaboration n'est pas naturelle. Ce n'est pas inné chez l'homme. Nous avons tellement de façons différentes de voir les choses à travers nos prismes et propres biais cognitifs que souvent je me demande comment nous faisons pour nous comprendre et nous coordonner. Donc, déjà, je pense que le leader peut créer une ambiance, enfin, contribuer fortement à la création d'une ambiance de travail favorable, être dans l'encouragement, le soutien, prôner l'entraide, se rendre disponible et être à l'écoute, bien sûr. Et puis, je dirais aussi que le leader doit pouvoir déléguer facilement, ce qui va aider ses collaborateurs à se responsabiliser et donc accepter de lâcher prise sur la façon de faire. Il peut aussi s'assurer que le collectif a le temps de se consacrer au collectif. Et parfois, ça passe juste par une simple autorisation des uns et des autres pour que les personnes puissent prendre du temps en collectif. Et je dirais qu'il faut aussi une certaine proximité entre le leader et son collaborateur pour bien pouvoir connaître les compétences et envies de chacun. Si on continue la réflexion, Hélène, si ce leader est également manager et qu'on en revient aux règles de fonctionnement à poser en début, est-ce que c'est à lui de les poser ou au contraire, en intelligence collective, il n'y a plus de hiérarchie? Alors, plus aucune hiérarchie, je trouve que ça, c'est pas facile. On a vu que dans certains endroits, certaines entreprises, ils essayent d'appliquer l'holacratie et parfois ça a des résultats pas très probants. Moi, je suis pour une gouvernance qui soit claire parce que dans l'intelligence collective, on a besoin d'un cadre. Ce cadre, il peut être construit collectivement.
Donc, est-ce que tu dirais, Hélène, que c'est le rôle du leader de faire preuve d'abord de discernement et ensuite d'insuffler une vision, une mission d'équipe ou cet objectif? Oui, mais en fait, la vision peut partir du leader. Le leader peut expliquer sa vision et ça peut être nourri aussi par le collectif, cette vision. Mais en fait, le leader donne une première direction. Ensuite, le collectif peut le modifier, l'ajuster, etc. Donc, ça doit partir de quelqu'un. Et Oui. pour moi, c'est le leader qui a ce rôle-là. D'accord. On a jusque-là parlé des très bons côtés de l'intelligence collective, ses bénéfices pour l'entreprise, pour l'équipe, pour les membres de l'équipe. J'ai envie de te demander maintenant, est-ce qu'il y a des limites à l'intelligence collective? Oui, il y a des limites. Il y a des limites à l'intelligence collective. Je pense au livre Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Crowds, écrit par Charles Mackay, mais déjà c'était en 1841, où il décrit les phénomènes de groupe et le groupe think. Donc là, le groupe think, c'est le désir de conformité et perte de pensée indépendante. C'est quand on va suivre en fait les autres. Et puis il y a aussi trois effets pervers pour moi de l'intelligence collective qui n'est pas une fin en soi. Elle peut diluer les responsabilités et les autorités de toutes les parties prenantes. En fait, un collaborateur peut décider de rester tapis derrière le collectif. Les décisions peuvent se prendre très lentement suite à des discussions sans fin dans une forme de consensus mou. Et puis, ça peut même affaiblir la dynamique et voire produire une absence de vision. Si la vision, par exemple, on en parlait du leader qui est exposé, mis sur la table et que les avis sont très divergents et que ça part dans tous les sens, bah, en fait, ça peut affaiblir la dynamique si on n'arrive pas à fixer la vision ensemble. Il peut avoir une limite de temps, en fait. Toutes les décisions ne doivent pas être prises collectivement ou ne peuvent pas être prises collectivement quand il y a urgence. Je pense notamment la période Covid et les très nombreuses sociétés qui, quand il y avait la première annonce du premier confinement, ont dû très rapidement trouver des solutions pour mettre en place des actions pour assurer la continuité de l'activité. Et ben en fait, c'était souvent fait entre le directeur et son codir, sans impliquer tous les membres du collectif. Donc l'intelligence collective n'est pas la plus efficace quand on a une contrainte de temps ou d'urgence. Et tu viens de le dire, il y a aussi un effet qui est la déresponsabilisation de certains membres, c'est ça? Oui, oui. C'est un réel risque parce que plus on est nombreux, plus on peut se déresponsabiliser, se cacher en quelque sorte derrière le collectif. Donc, si on en revient au rôle du leader, c'est à lui de décider si l'intelligence collective, dans ce cas précis, apporte une réelle richesse ou non. Et c'est lui qui veille à ce que les règles de fonctionnement soient correctement appliquées. Par exemple, dans le cas d'une décision qui traîne à être prise. C'est ça? Quand l'intelligence collective fonctionne bien, je dirais que le leader, c'est son rôle au début de la mise en place de l'intelligence collective. Mais quand l'intelligence collective fonctionne vraiment bien, c'est le collectif qui va s'ajuster, qui va prendre le pas. Le collectif qui pourrait dire, mais pour cette problématique-là, ce sera bien qu'on le discute ensemble, ce sera bien qu'on le traite collectivement. Et peut-être pour d'autres choses, dire, mais non, on va perdre du temps. Et puis si on fait confiance à son leader, à son équipe de management, ou à des collègues, dire, bah, telle personne peut le traiter, ça. Donc l'intelligence collective, c'est de savoir qu'on n'a pas besoin d'intelligence collective dans certains cas. C'est ça, c'est exactement ça, c'est bien résumé.
C'est pas se dire qu'on a besoin de tout le monde tout le temps, qu'on peut travailler par îlot, Donc non, l'intelligence collective n'est pas la réponse à tous les problèmes et elle a également ses limites. On arrive déjà à la fin de cet épisode et j'en arrive à la question traditionnelle des ressources. Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin sur l'intelligence collective, Hélène, est-ce que tu as des ressources à leur conseiller de lire ou d'écouter ? Oui, moi je suis moi-même très livre, donc il y en a deux que vraiment j'apprécie. C'est Construire les compétences collectives de Guy Leboeuf. Et puis le deuxième, c'est La boîte à outils de l'intelligence collective par Béatrice Arnault et Sylvie Camp. Et là, il y a des outils clés en main, 4 vidéos d'approfondissement. Et pour le podcast, alors j'apprécie vraiment parce que c'est assez rapide, ça prend 8 minutes, le podcast de Cécile Desjous. Merci Hélène pour ces ressources, je mettrai les liens en bas de l'épisode. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur Performance, où est-ce qu'ils peuvent trouver l'entreprise ? Alors, ils peuvent trouver l'entreprise sur le site internet de Performance, www.performance qui est écrit avec un S, donc performance.com. Alors, souvent, on me demande, mais c'est mal écrit. Mais non, en fait, c'est le SE, c'est pour Système Expert. Donc, sur le site Internet, le siège social est basé à Nantes. Nous faisons partie du groupe Julie Stawen et nous avons des bureaux à Neuilly, à Lyon, à Bruxelles, à Madrid et Barcelone, des partenaires en Italie. On a un réseau de distribution, en fait, un peu partout. Ça, c'était pour Performance. Pour ceux qui souhaitent te contacter, Hélène, comment est-ce qu'ils peuvent le faire ? Par mail, hélène.line@performance.com et ce sera avec plaisir. C'est noté. Merci beaucoup Hélène pour ton temps, pour le partage, pour tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et j'espère à très bientôt. Et merci beaucoup pour ton temps également. Merci. Sui Generis, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre notre page et à partager les épisodes avec des personnes qui pourraient être intéressées. C'est une excellente manière de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous dire quelle thématique vous souhaiteriez qu'on aborde et nous faire vos retours de commentaires. N'hésitez pas également à nous faire vos retours sur l'épisode en commentaire ou à nous contacter pour nous dire quelle thématique vous souhaiteriez aborder. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode Sui Generis.